Avant d'évoquer avec vous cette campagne, l'actualité ukrainienne, on l'a appris il y a un peu plus d'une heure, la disparition du présentateur emblématique du JT de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, a succombé à un cancer du poumon à 71 ans. Lui qui avait fait ses adieux à l'édition du 13h qu'il incarnait depuis 33 ans, le 18 décembre 2020. Je m'y prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut. Merci à tous, dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré les difficultés, vivement la prochaine année. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais. C'est un personnage unique, Jean-Pierre. J'en parle au présent parce qu'on le croise tous les jours depuis 45 ans. Il était rentré à l'ORTF qui venait d'être créé, juste issu de l'ex-ORTF. Il était rentré à TF1 en 75, mais aussi, surtout, le 22 février 1988, le TF1 de Francis Bouygues, qui venait de racheter la chaîne, lui confiait le 13h. Il va en faire en 32 ans la plus longue histoire de relations quotidiennes avec ses 6 millions de téléspectateurs. Il en fait le journal le plus puissant d'Europe à la mi-journée, à la fois simple, familier, aimable, didactique. Il devient populaire, très, au meilleur sens du terme. Et s'il a souvent rappelé que son 13h avait fait des spéciales sur la chute du mur de Berlin ou l'élection d'Obama, c'était avant tout chaque jour un portrait de la France, ses régions, ses villes, ses bourgs, ses campagnes, ses artisans, ses agriculteurs, ses retraités, ses coutumes, bref, même ceux qui ne le suivaient pas forcément sur tous ses points de vue, reconnaissaient sa très fine et profonde connaissance de la vraie vie des gens. Il ne transigeait pas avec sa volonté d'être au plus proche de celles et ceux qui représentaient tous les jours 40% de l'auditoire de la télé. C'est un record jamais égalé qui ne le sera sans doute plus jamais. Son premier reportage, à 22 ans, il y a 50 ans aujourd'hui, c'était pour la station de Nord-Picardie. Un enfant était tombé dans un puits à Bohain, en Vermandois, dans l'Aisne. C'était à l'évidence un début fondateur de cet ami des Français et de la télé. Valérie Pécresse, les Français étaient extrêmement attachés à Jean-Pierre Pernaut. C'est lui qui, dans son journal, vous a présenté pour la première fois aux téléspectateurs français. C'était le 20 novembre 1991. Je vous ai dit hier que le gouvernement n'avait pas l'intention de remettre en cause sa décision de faire partir l'école d'administration à Strasbourg. Eh bien, les futurs hauts fonctionnaires continuent, eux, à s'y opposer. Une trentaine d'entre eux, d'élèves de l'ENA, ont dormi cette nuit dans les locaux parisiens de l'école. Cela ne s'était jamais vu. Que représente-t-il pour vous, Valérie Pécresse ? D'abord, c'était un ami avant tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, il appartient un peu à la famille de millions de Français qui l'ont vu tous les jours. Et j'ai eu sa femme Nathalie au téléphone et elle m'a dit son immense courage face à la maladie. Et je crois que, voilà, jusqu'à la fin, il aura été un exemple. Un exemple, lui, qui avait aussi brisé le tabou. Il n'hésitait pas à parler de cancer, à dire ce mot-là. Il avait expliqué aux téléspectateurs qu'il en souffrait et il lui semblait important de dire la vérité et de transmettre un message de prévention également. Oui, absolument. Il voulait déstigmatiser le cancer et puis donner de l'espoir à tous ceux qui luttaient, lui et Nathalie. On revient longuement sur la carrière et la personnalité de ce journaliste qui avait une place à part dans le paysage médiatique français avec nos invités, Christophe de Chavannes, Jean-Pierre Foucault, juste après 20h. Mais d'abord, retour sur cette campagne présidentielle qui a pris une toute autre tournure depuis l'invasion russe en Ukraine. 7e jour de conflit, Mathieu. Après le Parlement européen, le Congrès américain aussi arborait les couleurs de l'Ukraine la nuit dernière pour le premier discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden. We've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Putin was wrong. We are ready. À Washington aussi, l'ambassadrice de l'Ukraine applaudit, assise à côté de la First Lady pendant le discours. Et pour faire face aux conséquences économiques du conflit, à un baril du pétrole à plus de $110, l'Agence internationale de l'énergie va puiser dans ses réserves. I just chaired an emergency meeting of the International Energy Agency. At that meeting, all nations agreed to release a collective 60 million barrels of oil from our reserves.
Poutine, le dictateur russe, et son ami à l'image, le dictateur biélorusse, Alexandre Loukachenko. Il annonce là le déploiement de forces supplémentaires aux frontières de l'Ukraine. La région en guerre et la population qui fait face aux forces russes, chantant l'hymne national face à l'envahisseur, des engins, tanks et camions, et une population désarmée qui bloque la route. Là, à présent, des soldats russes, grenades à la main pour fendre la foule, menaçant et menacés à la fois. Dans la capitale, un lieu tenu secret, Volodymyr Zelensky, chef d'État devenu chef de guerre, nouveau héros national, le président de l'Ukraine assiégée a accordé une interview à CNN. Despite the fact that the war is taking place in Ukraine, it's essentially for values in life, for democracy, for freedom. Therefore, this war is for all the world. Ukraine will fight hardest of all. You will see. But us alone against Russia, we would not be able to do it. Tout le monde est entraîné dans la guerre, dit Zelensky, mais c'est bien l'Ukraine qui subit les frappes russes. Irpin, Boutcha autour de la capitale, Jitomir, Kherson au sud, dont les Russes affirment avoir pris le contrôle. À quelques centaines de kilomètres, la ville de Zaporizhia, 745 000 habitants, on y trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe. La population a tenté tant bien que mal de bloquer l'avancée russe, en vain. They are in control of the surrounding area and of the site as well, which again ont débarqué dans la ville, la deuxième du pays, une armée russe plus impressionnante. Ces images de pillage aussi qui nous parviennent de plus en plus fréquentes et de l'intérieur des immeubles, les bombardements sont tout aussi impressionnants. La frappe, sans doute aérienne, a eu lieu juste en face du hall de l'immeuble, sur la place centrale de la ville, il y a moins de 10 minutes. C'est alors qu'un second blast très puissant a lieu. Les vibrations de l'air saturent le son du micro un instant, et puis les cris reprennent. Sacha, au sous-sol! Et Alex, au sous-sol! On y va! Dans les sous-sols, on se cache, on se soigne également. Ici, une annexe improvisée de l'hôpital de Kharkiv attaquée hier soir. Après la guerre, pendant la guerre en fait même, c'est une crise humanitaire en Europe. Déjà 836 000 réfugiés depuis le début de cette crise. Il pourrait être 4 millions à fuir les combats au total. D'urgence, les Nations Unies demandent 1,7 milliard de dollars pour apporter une aide immédiate à la population ukrainienne. Retour à Kiev et hommage au personnel hospitalier là-bas, qui reste avec les enfants de l'hôpital pédiatrique jour et nuit, qui les cache, qui les soigne, des blessés de la guerre, des cancers pédiatriques aussi sur place, des nouveau-nés et leurs mamans. Shrovnir said the focus is on the security of medical staff who are desperately needed to treat the patients. We receive all the medicines we need, though we are running out of food. Local charities promised to bring some. Our children can't live without hospital, without medical treatment. We should cross the border, but with a doctor. Valérie Pécresse, dans un peu moins d'une heure, le chef de l'État va s'adresser aux Français pour leur parler de la situation en Ukraine. Uniquement de cette question-là, sa candidature ne sera donc pas encore officielle ce soir. Cette crise majeure, on va longuement en parler. Elle bouleverse la campagne, elle escamote le débat. Le sénateur LR qui vous soutient, Bruno Retailleau, parle même de hold-up démocratique. Pensez-vous qu'il faille reporter la présidentielle ou pour le moins ouvrir le débat sur un éventuel report ? Mais je crois que face à ces images intolérables, il faut d'abord avoir une pensée pour l'Ukraine, avant de penser aux élections nationales, avoir une pensée pour ce peuple ukrainien qui se bat. Et moi, ce qui me frappe, c'est la fermeté et la quasi-unanimité de la condamnation de cette guerre. Et moi, je veux saluer à la fois les sanctions qui ont été prises par la France et par l'Europe, mais aussi par les États-Unis, mais aussi par la Grande-Bretagne, par nos alliés, la fermeté de ces sanctions. Parce que je crois que c'est cette fermeté dans la durée qui pourra faire reculer Vladimir Poutine et sa folie meurtrière. Donc aujourd'hui, nous avons clairement en France un certain nombre de candidats qui sont décrédibilisés par leur proximité. Avec Vladimir Poutine, Jean-Luc Mélenchon, qui ont dit qu'ils voulaient des Poutines français, ou que la politique de Poutine était celle qu'ils voulaient pour la France. Et puis, nous avons aujourd'hui, il faut faire attention au gouvernement, certains qui font de la surenchère. Et là aussi, je dis qu'il faut faire attention, pas de surenchère. Ne pas parler de guerre atomique, ne pas parler d'armes nucléaires en parlant des sanctions financières. Vous parlez de Bruno Le Maire ? Oui, je pense qu'il faut garder vraiment son sang-froid. Pourquoi ? Parce que si nous voulons... Bruno Le Maire, il a perdu son sang-froid. Il a regretté ses propos, je lui en donne acte. Mais aujourd'hui, je pense que le sujet est simple. Nous devons être très fermes
Et nous devons aussi essayer de chercher toujours une solution politique. Et ça, c'est le rôle de la France. La France préside l'Union européenne et elle doit aujourd'hui être à l'initiative de médiation, d'une solution diplomatique, d'une solution politique pour mettre fin à cette guerre. C'est notre rôle et c'est le rôle aujourd'hui que doit avoir le président de la République. Il n'est pas question d'un report de l'élection présidentielle. Vous ne voulez même pas ouvrir le débat. La campagne doit se poursuivre en l'état. La campagne doit se poursuivre. La campagne doit se poursuivre. Il faudra que nous ayons un vrai débat dans les semaines qui viennent. Il reste 40 jours sur le bilan d'Emmanuel Macron et sur l'état de la France. Et ce débat, moi, j'y suis prête. Alors qu'il est, la gestion de la crise ukrainienne par le président Macron est plutôt saluée par les Français, qui considèrent à plus de 58% qu'il est à la hauteur de l'événement. Comment allez-vous faire pour vous opposer, faire campagne contre un chef de l'État derrière lequel les Français inquiets se rangent? D'abord, la situation, elle implique, elle exige un esprit de responsabilité. Et moi, je fais partie d'un parti qui est un parti de gouvernement. Je suis une femme politique responsable et c'est dans cet esprit de responsabilité que je jugerai l'action du président de la République. Donc comment ça se passe? Eh bien c'est très simple, je suis en proposition et je suis tout le temps en proposition. J'ai proposé qu'on saisisse les biens des oligarques, j'ai proposé qu'on enlève de SWIFT un certain nombre de banques, j'ai proposé qu'on étende à la Biélorussie les sanctions, que l'on ne diffuse plus les canaux russes sur nos ondes. J'ai fait des propositions. Le gouvernement en a repris certaines. Donc sur ces propositions, je serai toujours en proposition. Et sur la question politique, ce que je crois, c'est qu'il faut proposer aussi une sortie de crise. Alors c'est peut-être, ça peut paraître un peu illusoire aujourd'hui, mais un chemin de paix pour pouvoir sortir de cette crise. Et j'ai proposé depuis janvier une conférence pour la sécurité en Europe avec une nouvelle architecture de sécurité dans laquelle l'Europe, la Russie, les pays frontaliers, la Grande-Bretagne, la Turquie puissent se mettre autour de la table pour définir une nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe. Votre candidature en responsabilité, c'est pas derrière elle que se rangent d'anciens premiers ministres aujourd'hui. Emmanuel Valls et Jean-Pierre Raffarin ont décidé de soutenir Emmanuel Macron. Voilà ma conviction profonde. Ce quinquennat restera sans doute comme l'un des plus difficiles de notre histoire. C'est toujours difficile de gouverner la France, mais là, ce fut particulièrement difficile. Le président, selon moi, a été à la hauteur de la fonction. Je souhaite sa candidature et je le soutiendrai. Comprenez-vous, Valérie Pécresse, que l'ancien Premier ministre Jacques Chirac fasse plus confiance à Emmanuel Macron qu'à vous pour protéger les intérêts de la France et de l'Europe? Je crois que Jean-Pierre Raffarin s'était rapproché d'Emmanuel Macron depuis déjà plusieurs années. Donc c'est pas une surprise pour vous? Non, c'est pas une surprise pour Pourtant, moi. il hésitait entre votre candidature et celle d'Emmanuel Macron. Il disait vouloir attendre le programme d'Emmanuel Macron avant de se prononcer en sa faveur. Il n'a pas attendu le programme. La campagne et le débat doivent avoir lieu malgré ce conflit qui bouleverse l'agenda présidentiel et isole encore plus le président Poutine sur le plan international. C'est l'objet de votre édito, Patrick Pohen. L'agression armée contre l'Ukraine allonge encore la liste des victimes de guerre de Vladimir Poutine. Oui, crime de guerre ou crime contre l'humanité, on l'entend aujourd'hui, mais ce sont des accusations qui ont souvent été portées par des ONG contre les armées de Poutine, sans provoquer d'autres réactions dans nos démocraties que des condamnations molles ou des sanctions stériles, avec l'illusion qu'en continuant à discuter avec lui, on arriverait bien à l'amadouer ou à l'endormir. Mais Poutine ne s'est jamais endormi. Voilà 20 ans qu'il n'a presque jamais cessé de faire la guerre et qu'il n'a jamais reculé d'1 mètre face aux remontrances occidentales. Tout a commencé en 1999. À peine nommé Premier ministre de Boris Yeltsin, Poutine relance l'offensive en Tchétchénie, une guerre de destruction, d'extermination partielle du peuple tchétchène. Au moins 150 000 civils massacrés. Au moins 150 000, la presse témoigne, mais l'Occident ne dit rien. 12 000 soldats russes ont trouvé la mort dans ce bain de sang. 2008, la Russie intervient contre la Géorgie en soutien aux séparatistes d'Ossétie du Sud. Environ 800 morts, dont 67 soldats russes. George Bush est à la Maison-Blanche. Russia has invaded a sovereign neighboring state and threatens a democratic government elected by its people. Such an action is unacceptable in the 21st century. Nicolas Sarkozy intervient aussi, on s'en souvient, mais rien ne se passe. Aujourd'hui encore, l'Ossétie et l'Abkhazie vivent sous occupation militaire russe. 2014, annexion de la Crimée, Barack Obama a remplacé George Bush. Russia's decision to send troops into Crimea has rightly drawn global condemnation. And as I told President Putin yesterday, the referendum in Crimea was a clear violation of Ukrainian
constitutions and international law. J'ai dit au président Poutine qu'il s'en fout complètement. 4 mois plus tard, un Boeing 777 de Malaysia Airlines est abattu au-dessus du Donbass par un missile tiré par des séparatistes pro-russes. L'enquête l'a établi, 298 morts. La Russie fait déjà la guerre à l'Ukraine, sans le dire. Barack Obama encore. Russia is responsible for the violence in eastern Ukraine. The violence is encouraged by Russia. The separatists are trained by Russia. They are armed by Russia. They are funded by Russia. Russia has deliberately and repeatedly violated the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Et ça n'a pas changé depuis 8 ans, 14 000 morts depuis 2015. Poutine envoie son armée en Syrie pour bombarder un peu Daesh et beaucoup les foyers d'opposition à Bachar el-Assad. Un carnage, hôpitaux, écoles, la ville d'Alep sous un tapis de bombes. Au moins 8000 civils, dont près de 2000 enfants périssent sous les frappes russes. François Hollande s'énerve. On ne peut pas laisser des femmes, des hommes, des enfants être soumis à des bombardements, enrôlés de force, menacés pour leur sécurité et traités de manière aussi indigne. Il y a un moment où il faut répondre de ces actes. Et quand on me demande, il faut parler à la Russie, je parle sans cesse à la Russie. La Russie prend des engagements qu'elle ne tient pas. Alors maintenant, il est temps qu'on arrive à cette trêve et à cette urgence humanitaire si nécessaire. Et Poutine n'a pas bougé, Alep a été rasé et Bachar sauvé. Voilà pour ce rapide rappel de 20 ans de crimes de guerre et d'indifférence, d'impuissance ou de complaisance. Ça vaut pour ceux qui nous expliquent aujourd'hui que Poutine a changé, qu'on ne le reconnaît plus. Aujourd'hui, contre les Ukrainiens, l'armée russe utilise des missiles thermobariques, appelés aussi bombes à vide, qui produisent un effet de souffle terriblement meurtrier et destructeur. On l'a vu tout à l'heure à Kharkiv, des bombes déjà expérimentées en Syrie. Valérie Pécresse, faut-il continuer à parler avec Vladimir Poutine ? Il faut continuer évidemment à parler avec Vladimir Poutine, mais le sujet qu'évoque Patrick Cohen est bien plus vaste. C'est l'autonomie stratégique de l'Europe. Tout ce qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas de voix européenne pour s'opposer à Poutine. Il n'y avait pas une Europe unie qui disait, sur le continent européen, nous sommes en charge aussi de faire régner la loi et l'ordre. Et peut-être que cette guerre ukrainienne est en train d'être le détonateur, le mot est fort, mais d'être l'électrochoc qui va permettre un sursaut européen. Pour la première fois, l'Europe livre des armes. Sûrement. Pour la première fois, l'Europe se commence à dire « nous devons prendre en main notre défense ». Pour la première fois aussi, on entend le chancelier allemand dire « nous allons remettre 100 milliards d'euros sur la défense ». Donc il y a aujourd'hui une prise de conscience européenne. Est-ce que cette prise de conscience européenne va pouvoir nous amener une Europe de la défense, un pilier européen dans l'OTAN ? Ce que je souhaite, parce que on le voit bien, les États-Unis sont dans l'OTAN, ils nous protègent, c'est la théorie de l'alliance, mais ils ne s'investissent pas au-delà de l'alliance. Et donc on a besoin aujourd'hui, nous Européens, de nous organiser pour faire régner la paix sur le continent européen. Mais vous avez proposé une conférence sur la sécurité, de la même façon que Jean-Luc Mélenchon propose une conférence des frontières pour régler les problèmes en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'aveuglement, c'est-à-dire l'illusion que la diplomatie peut tout régler face à quelqu'un qui ne connaît que la loi du plus fort ? Non mais bien évidemment, la priorité des priorités, c'est les sanctions. Et c'est ce que j'ai demandé, et des sanctions extrêmement fermes, et qui frappent Poutine au portefeuille. Les oligarques au portefeuille. Vous savez que des centaines aujourd'hui d'oligarques sont en train de se voir confisquer leurs biens. Et on a réussi... Confisquer pas encore. Hein. Confisquer pas encore. En tout cas... Biden en a parlé tout à l'heure, et pour la France, ça n'est pas encore. On est en train d'identifier avec Tracfin... Gelé. On est en train d'identifier avec Tracfin tous les biens pour les geler. Et on a aussi réussi à convaincre Monaco et la Suisse de suivre l'Union européenne. Donc bien évidemment, rapport de force pour pouvoir obtenir un cessez-le-feu. Mais une fois qu'on aura obtenu le cessez-le-feu, si les sanctions économiques fonctionnent, il faudra bien trouver une solution négociée de sortie de conflit.
Un petit mot encore, vous avez tout à l'heure parlé des candidats décrédibilisés par la situation en Ukraine parce qu'ils avaient affiché des positions pro-russes. Est-ce que ceux dont vous parliez avaient des positions si éloignées d'Éric Ciotti qui prenait justement un rapprochement avec la Russie et une sortie du commandement de l'OTAN? Et pardon, mais je n'ai jamais entendu quiconque chez les Républicains dire « il faut un Poutine à la France », comme l'a dit M. Zemmour. Non, mais une sortie de l'OTAN. Ni pardon, comme l'a dit Marine Le Pen. La politique que fait M. Poutine est celle que je veux pour mon pays. Je ne pense pas qu'aucune de ces déclarations n'ait jamais été prononcée par une personnalité de droite. Sauf Thierry Mariani, mais il a quitté LR depuis. Mais il a longtemps fait partie de cette famille LR. Eh bien, il est aujourd'hui au Front National. Au Rassemblement National. Hier, un discours a été très remarqué à la tribune du Sénat, celui de l'élu Les Républicains, Claude Malhuret, qui a dénoncé la poutinophilie de 3 des candidats à l'élection présidentielle. Ce n'est pas seulement par lâcheté que nous n'avons rien fait. C'est parce que les démocraties ont en leur sein une 5e colonne, le plus souvent soudoyée par le Kremlin, qui reprend mot à mot sur les réseaux antisociaux la propagande de Poutine. L'Ukraine n'existe pas, elle est dans la sphère russe, ses dirigeants sont des nazis. Vladimir Zemmour, Joseph Vissarionovitch Mélenchon et Anastasia Le Pen sont depuis longtemps les généraux en chef de cette 5e colonne. Le pire, c'est Zemmour, le 3 fois condamné pour racisme, qui crache sur les résistants ukrainiens et sur les réfugiés, qui donne des leçons de patriotisme, lui qui, après s'être soustrait au service militaire, n'a pas hésité à se rendre samedi sur le plateau des Glières. Ses propos souillent les tombes des maquisards. Ces paillassons de Poutine, après en avoir été les caniches, sont candidats à la présidence de la République. Claude Malhuret, sénateur centriste, pardonnez-moi pour cette erreur. Soutien d'Emmanuel Macron. Et soutien d'Emmanuel Macron. Ces propos-là, vous les reprenez également à votre compte? Je crois aujourd'hui qu'il y a un dictateur en Europe. Et je crois aujourd'hui que toute forme d'allégeance à ce dictateur décrédibilise pour présider la France. Et pourtant, vous allez débattre le 10 mars prochain d'égal à égal avec Éric Zemmour, que vos équipes de campagne ont rebaptisé sur les réseaux sociaux Vladimir Zemmour. Vous le saviez? Que c'était le surnom qui était, le hashtag qui était associé, relayé par vos équipes de campagne? Il y a beaucoup d'hashtags sur Internet. Moi, ce que je crois, c'est que cette campagne, elle doit se dérouler. Et donc, il doit y avoir des débats. Et donc, moi, je n'ai pas peur de débattre. Je pense que projet contre projet, les Français ont le droit de connaître nos projets et nos différences. Que lui direz-vous à Éric Zemmour? Je lui dirais que je veux aujourd'hui réparer la France et que moi, je veux remettre de l'ordre là où lui amènerait le désordre. L'ex-polémiste vous surnomme lui-même Madame 20h02, persuadé que vous appellerez à voter en faveur du président sortant dès le soir du premier tour. Il vous qualifie de technocrate dont le centre-droit ne vaudra pas mieux que le centre-gauche d'Emmanuel Macron. Ce sera la même lâcheté, les mêmes zigzags, la même hypocrisie, le même abandon de tous les principes. Pourquoi un électeur de droite devrait voter pour vous plutôt que pour Éric Zemmour? Parce que moi je fais. Parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je le fais. Et tout ce que j'ai promis, je l'ai tenu. Et c'est comme ça que j'ai dirigé ma région. Et aujourd'hui, le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a tenu des grands discours, il a fait beaucoup de promesses, il a utilisé beaucoup de beaux mots. Il a dit qu'il allait ramener la sécurité, il a dit qu'il allait intégrer les immigrés, il a dit qu'il allait relever l'école, il a dit qu'il allait s'occuper de la santé. Et aujourd'hui, on a une santé en grande souffrance, une école la plus inégalitaire, des flux migratoires totalement incontrôlés, une intégration ratée, de la violence qui monte dans le pays. Donc aujourd'hui, il y a un fossé entre les discours d'Emmanuel Macron et ses actes. Et aujourd'hui, moi, je veux être celle qui fera, celle qui tiendra ses engagements et celle qui relèvera la France. Je vous parlais de vos différences avec Éric Zemmour et non pas avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui pourrait convaincre un électeur de droite aujourd'hui de mettre un bulletin Valérie Pécresse dans l'urne plutôt qu'un bulletin Éric Zemmour? Mais parce que je vous l'ai dit, moi, je remets de l'ordre, je libère les Français et je remets les services publics en état de marche, alors qu'Éric Zemmour provoquera le désordre et il mènera le pays à la faillite parce qu'en plus, son programme économique est totalement non financé. Vous ne voulez pas vous adresser aux électeurs potentiellement séduits par Éric Zemmour?
Je veux m'adresser à tous les Français et je veux leur proposer une vraie alternance à Emmanuel Macron, une alternance qui remettra la France sur pied. Vous savez que nous avons 1000 milliards de dettes de plus qu'il y a 10 ans. Vous savez qu'il y a une fuite en avant financière. Vous savez que demain, si les taux d'intérêt remontent, on ne sait pas comment on arrivera à financer toute cette dette. Donc on a besoin de ce débat. On a besoin de ce débat parce que c'est l'avenir des générations futures qui va se dessiner. Et avec la crise ukrainienne, il y a d'autres sujets qui sont venus sur la table. La question de notre indépendance énergétique, avec un Emmanuel Macron qui a fermé Fessenheim, qui a annoncé qu'il supprimerait, qui fermerait 12 réacteurs nucléaires supplémentaires et qui aujourd'hui fait volte-face sous la pression de l'opposition dans cette campagne pour dire qu'il va faire le contraire. C'est une présidence du zigzag. Pareil sur notre souveraineté industrielle. On a parlé de réindustrialisation de la France pendant tout le quinquennat. Et aujourd'hui, c'est quoi la réalité des territoires? C'est des usines qui continuent de fermer, qui continuent de délocaliser. Pourquoi? Parce que la France n'est pas solde positif là depuis. Parce que la France n'est pas compétitive. Elle n'est pas assez compétitive aujourd'hui. Et pourquoi elle n'est pas compétitive? Mais parce que nous avons une dépense publique qui n'est pas maîtrisée. Et on est champion du monde des impôts et pas champion du monde des services publics. Aujourd'hui, il faut que les Français ouvrent les yeux sur le vrai bilan d'Emmanuel Macron. Je sais que la période n'y est pas propice parce qu'il est aujourd'hui en responsabilité de la situation ukrainienne et de la situation russe. Il est aujourd'hui en responsabilité de l'Union européenne. C'est lui qui l'a souhaité. D'ailleurs, c'est un mélange des genres qui est assez condamnable parce que les Français risquent d'être privés de ce débat sur les 5 prochaines années qui vont s'écouler. Est-ce que Emmanuel Macron a un bon bilan? Est-ce qu'il a fait ce qu'il avait dit? Est-ce qu'il a réussi ou pas? Donc, on peut pas priver les Français. Un peu de l'Élysée pour aller dans la campagne. On ne peut pas priver les Français de ce débat-là. Et en tout cas, moi, je vais essayer de le mettre sur la table en allant à la rencontre des Français pour proposer un autre projet qui relève la France. Et d'Éric Zemmour à la télévision. Aussi. Mais je débattrai. Moi, je souhaite débattre avec Emmanuel Macron. C'est lui qui ne veut pas débattre. Mais est-ce qu'il peut vraiment débattre, là? Est-ce qu'on peut exiger d'un chef d'État qui est devenu chef de guerre de débattre, là, avant ce premier tour? Peut-il débattre, pour reprendre l'expression, avec Poutine et avec Poutou dans le même temps, Valérie Pécresse? Peut-être pas cette semaine, mais on va voir comment évolue le conflit. Je pense que ce serait tout à fait étrange d'avoir une élection présidentielle sans aucun débat. D'où ma question en début d'émission sur l'éventuel report de cette élection à laquelle vous avez émis une fin de non-recevoir. Avant 2017, il n'y a jamais eu de débat de premier tour. Bah écoutez, aujourd'hui, Avant le premier tour, ça n'existait pas. Oui, mais enfin, il y a eu des campagnes. Là, vous vous rendez compte, Monsieur Cohen, que nous n'avons pas de campagne. Nous n'avons pas de campagne. Ah si, vous avez fait des meetings. Et on n'a aucune campagne. On n'a aujourd'hui pas d'adversaire. Il n'y a pas de campagne du président sortant. On n'a pas d'adversaire. Vous avez des adversaires. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas d'adversaire. Oui, mais c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron que je veux remplacer. Et donc, on n'a pas de candidat en face, on n'a pas d'adversaire. On ne peut pas attaquer son bilan, on ne peut pas proposer un contre-projet. On a aujourd'hui pas d'adversaire. C'est une situation qui est effectivement totalement inédite dans la Ve République. La droite a un adversaire, et il s'appelle Éric Zemmour, qui souhaite l'union des droites. Considérez-vous que la digue entre la droite et l'extrême droite a cédé? Mais il n'y a pas qu'Éric Zemmour comme candidat, madame. Non, j'ai bien compris. Non, mais attendez, pardon. Aujourd'hui, moi, mes adversaires, c'est tout autant Marine Le Pen que la gauche, que Emmanuel Macron. Mon sentiment, c'est que, et vous le savez, c'est qu'il y a une différence de nature entre l'extrême droite et la droite, et que cette différence de nature, elle crée une digue. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de m'adresser à tous les Français, y compris ceux qui sont désespérés parce qu'ils n'ont plus de pouvoir d'achat, parce que Emmanuel Macron n'a pas tenu ses promesses, parce qu'il a oublié les territoires ruraux, parce qu'il a divisé la France, parce qu'il y a une montée de l'insécurité, parce qu'il y a des flux migratoires et une intégration ratée qui disloquent la nation française aujourd'hui. Je veux m'adresser à tous ces Français-là pour leur proposer des vraies solutions. Parce que je pense que Marine Le Pen n'a pas les vraies solutions. Elle vit des problèmes, mais... On vous parle beaucoup d'Éric Zemmour parce que vous avez repris des thèmes de campagne d'Éric Zemmour, même des termes de campagne d'Éric Zemmour, notamment quand vous parlez de Français de papier, par exemple. Non, j'ai dit je voulais faire des Français de cœur. Alors, il faut lire la phrase en entier. J'ai dit je veux faire des Français de cœur. Je veux que tous les Français aiment la France. Est-ce que vous pensez que les terroristes islamistes qui, sur notre sol, ont posé des bombes,
sont des Français de cœur. Non, ils ne sont pas des Français de cœur, donc je veux faire des Français de cœur. Et c'est mon projet. Patrick. Je ne sais pas si Michel Alliot-Marie, que vous avez réuni lors de votre conseil de défense lundi, vous a fait passer le bouquin qu'elle fait paraître demain, qui s'intitule Voir plus loin, feuille de route pour le prochain président, où elle est assez critique sur à la fois la stratégie de LR, elle porte un regard très sévère sur l'état de votre formation politique. Quel pourcentage d'électeurs se sent encore représenté par notre parti? Qui parmi nos dirigeants oserait parier ce qu'il a de plus cher sur notre victoire à la présidentielle, alors que les sondages laissent dubitatif? Vous l'avez parcouru, lu, eu vent de ces extraits au moins? Écoutez, Michel Alliot-Marie était à mes côtés lundi pour me conseiller justement sur cette crise ukrainienne et sur cette stratégie ukrainienne. Mais je sais que depuis longtemps, elle regrette que le parti gaulliste se soit ouvert aux centristes. Et c'est vrai que j'ai fait une alliance aujourd'hui avec un certain nombre de partis centristes. En fait, elle regrette le choix d'avoir fait l'UMP, d'avoir une grande famille de droite. Oui, mais ça, c'est un choix qui date, et c'est un choix qu'avait fait Jacques Chirac et qu'a ensuite validé Nicolas Sarkozy, puisque l'idée, c'était de dire, quand on s'élargit, on gagne, quand on se rétrécit, évidemment, on échoue. Enfin, manifestement, elle ne croit pas à votre avenir. Elle participe, elle vous donne des conseils, mais elle ne croit pas beaucoup à votre avenir présidentiel, si on la lit bien. Écoutez, en tout cas, elle vient m'aider dans cette crise ukrainienne. Si notre parti héritier de Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Jacques Chirac, ne veut pas devenir un simple groupuscule, il doit se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est la fin de la citation. Si ce n'est pas déjà le cas, écoutez, en tout cas, moi je me bats, et je me bats avec un projet qui, je pense, est le meilleur pour la France. On vous a vu au Salon de l'Agriculture, là où Jacques Chirac passait des heures. Jacques Chirac, votre mentor en politique, Émilie. Oui, justement, digne héritière de Jacques Chirac, vous avez pu visiter le salon lundi. Contexte oblige, c'était dans un style différent de votre mentor, une visite menée au pas de course, sans abuser des boissons. Vous avez pu quand même goûter à quelques produits du terroir et surtout profiter des bains de foule. Alors, est-ce que vous m'emmenez là? Vous êtes d'où alors? Moi dans l'Essonne. Essonne. Alors vous êtes d'où? De Seine-et-Marne, je vous laisse. Encore, décidément. D'où êtes-vous? Des Landes. Bonjour les Landes. Ah, mais c'est pas vrai, un Vélisien. Vous venez du Nord, vous venez d'où? De Béthune. Béthune. Il y a le président des Hauts-de-France là qui est derrière. Comment on appelle les habitants des Hauts-de-France, monsieur le président? Les habitants des Hauts-de-France. C'est un abricot de pays, donc ça n'a rien à voir avec un abricot de France. Voilà, c'est un fruit exotique, très parfumé. Très parfumé. Ah oui. Et en fait, ça va se jouer sur quoi cette fin de campagne selon vous pour Valérie Pécresse? La proximité et le réalisme, c'est la démonstration de ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire la connaissance sur les sujets agricoles et agroalimentaires, et puis la proximité. Ce que vous maîtrisez un peu moins en revanche, c'est la conduite du tracteur. On l'a deviné à vous voir au volant de ce simulateur. Oh là Et là, ça patine. Bon, écoutez, je crois que j'y arriverai pas. Tout le monde touche aussi. Tout le monde essaye de faire le tracteur à ma place. Tout à fait, oui. Mais vous voyez, pour conduire la France, je ne sais pas si c'est plus compliqué ou pas, mais... Ah bah, parce que saisir une botte de foin, ça doit être plus simple. Allez, au plaisir, merci de votre visite. Bon bah Christian alors. Et paf. Une chose est sûre, c'est plus compliqué de conquérir les agriculteurs en 2022 qu'en 2002, quand cet électorat était acquis à la droite. Preuve avec ce dernier sondage chez Vipov, seuls 7% des agriculteurs envisagent de voter pour vous, contre 29% pour Emmanuel Macron, 24% pour Éric Zemmour, 13% pour Jean-Luc Mélenchon, 10% pour Marine Le Pen. Mais certains y croient quand même. Iban Raïs et Anaïs Recouli ont réussi à en trouver quelques-uns dans les allées du salon. Bonjour les jeunes. Ça va et vous? On est 3 jeunes agriculteurs. Valérie Pécresse, pourquoi? Car c'est celle qui représente les mieux agriculteurs. Donc c'est pour ça, oui, vraiment, je le pense. Merci les jeunes. Bon courage, madame. En 2007, un agriculteur sur deux avait voté pour Nicolas Sarkozy au premier tour. Jean-Marie Le Pen n'avait recueilli que 7% des voix. Comment est-ce que vous expliquez que la tendance se soit totalement inversée aujourd'hui? Écoutez, attendons, parce que là, pour l'instant, c'est des sondages. Moi, je me bats aujourd'hui, en matière agricole, contre la décroissance agricole. Parce que, vous le savez peut-être, mais Emmanuel Macron a accepté un programme européen qui s'appelle « De la ferme à la fourchette », Farm to Fork, qui prévoit 10% de moins de surface agricole d'ici 10 ans en Europe.
Et je crois que cette décroissance agricole est une pure folie. Je crois que c'est une pure folie à une période où nous vivons le réchauffement climatique, c'est-à-dire potentiellement des famines à nos portes, notamment sur le continent africain, et les destins de l'Afrique et de l'Europe sont liés. Et par ailleurs, c'est une folie quand on voit la crise russo-ukrainienne, deux grands pays agricoles qui se font la guerre et qui risquent aujourd'hui de faire flamber les prix des aliments ou des intrants. Donc il faut mettre fin à cette décroissance agricole qui a été portée par l'Europe et qui a été approuvée par Emmanuel Macron. Donc je défends l'avenir de l'agriculture française. Et je souhaite aujourd'hui mettre en place un projet qui est digne de mes mentors, notamment de Jacques Chirac, qui est un projet pour donner un avenir et des revenus supplémentaires aux agriculteurs. Alors c'est vrai qu'il y a une loi qui a été votée, qui s'appelle la loi Egalim, qui a pas marché, et une loi Egalim 2 qui est là pour garantir le revenu des agriculteurs. Mais pour garantir le revenu des agriculteurs, il va falloir faire un bras de fer avec la grande distribution. Ce bras de fer, je le ferai. Et par ailleurs, j'augmenterai les revenus des exploitations agricoles en baissant leurs charges et en baissant leurs normes. Parce que là aussi, Emmanuel Macron a beaucoup promis, il avait promis qu'il n'y aurait pas plus de normes sur l'agriculture. Or, on continue de surtransposer les directives européennes, c'est-à-dire de rajouter des normes françaises pour nos agriculteurs qui sont accablés de normes et avec des produits étrangers qu'on importe qui ne respectent pas nos normes. Vous savez qu'aujourd'hui, 1 jour et demi sur 5, on consomme un produit étranger. On mange un produit qui vient de l'étranger. Un jour et demi sur 5. Et ces produits, il y en a un quart qui ne respectent pas nos normes environnementales. Et ça, c'est l'Europe. C'est l'Europe telle que on l'a laissé faire. Donc cette Europe-là, je n'en veux pas. Cette Europe-là, je lutterai contre. C'est pour l'environnement qu'on demande à changer justement le secteur agricole. Oui, mais vous voyez bien. On demande, vous parlez de décroissance, mais... Oui, mais nos agriculteurs, on leur a demandé de faire des efforts environnementaux. Ils ont aujourd'hui les normes environnementales les plus sévères. Et en même temps, on laisse entrer sur le territoire français des produits qui viennent du monde entier, qui ne respectent pas les normes qu'on leur demande et qui sont moins chers. Et comme les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils achètent les produits moins chers. En plus, il n'y a pas d'étiquetage, il n'y a pas de traçabilité, ils ne savent pas ce qu'ils achètent, ils ne savent pas forcément que ce n'est pas produit en France. Donc vous voyez, défendre notre agriculture, ce sera au cœur de mon projet pour la France. La question du pouvoir d'achat qui a occupé en partie le début de campagne présidentielle a pris un nouveau tour avec la guerre russe. Hier, dans son discours, la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a évoqué les conséquences des sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie sur nos économies. I am well aware that these sanctions will come at a cost for our economy too. I know this, and I want to speak honestly to the people of Europe. We have endured 2 years of pandemic, and we all wished that we could focus on our economic and social recovery. But I believe the people of Europe understand very well that we must stand up against this cruel aggression. Yes, protecting our liberty comes at a price, but this is a defining moment, and this is the cost we are willing to pay, because freedom is priceless, honourable members. This is our principle. Freedom is priceless. Est-ce que vous pourriez reprendre ce discours, protéger notre liberté à un prix que nous devons collectivement assumer, ou est-ce que, en ces temps de campagne, vous êtes tenté vous avez plutôt envie de dire aux Français, nous prendrons des mesures pour compenser intégralement les renchérissements des prix de l'énergie ou d'autres produits à cause des sanctions contre la Russie ? Poutine sera faible si nous sommes forts et il sera fort si nous sommes faibles. Donc je reprends à mon compte tout à fait les propos de Madame von der Leyen. Je pense que nous devons assumer le coût des sanctions. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une réflexion pour faire en sorte que sur l'économie française et sur les Français, ça ait le moins de répercussions possibles ? Bien sûr que si. On a regardé... Mais le moins, c'est pas du tout, hein. On a regardé quelles étaient les conséquences pour l'économie française. On est peu exposé. L'économie française, à part quelques grandes entreprises, est peu exposée au marché russe. On a simplement l'aéronautique qui importe du titane. C'est très important.
de Russie. Donc ces importations, il va falloir diversifier nos importations, mais nous avons 6 mois de stock. Donc là-dessus, on peut faire face. Mais le choc sera mondial. Le sujet, il est surtout sur les prix du gaz. Nous avons une exposition au gaz russe qui est beaucoup plus faible que les Allemands, mais nous avons quand même une exposition au prix du gaz. Donc le sujet, ce sera pour le gouvernement, il va devoir se le poser, de savoir si effectivement ces prix se renchérissent. Est-ce que ça a une conséquence sur le prix de l'énergie pour les ménages français et pour les entreprises? Et il faut travailler effectivement à faire en sorte de lisser ces hausses. Mais il y aura un choc mondial, on parle d'un coût de 1% de PIB au niveau mondial. Le niveau de l'inflation dans la zone euro vient de franchir un nouveau record à 5,8% sur un an. Donc, forcément, même sans dépendre du marché russe, l'économie française sera impactée, avec des prix plus chers dans tous les secteurs. C'est pour ça qu'au cœur de mon projet, il y a l'augmentation des salaires. Je l'ai dit, si je suis élue, dès juin, je baisserai d'un tiers les cotisations retraite qui sont sur la feuille de paye pour que les salaires augmentent de 3% pour les Français, parce que je pense qu'il faut que le travail paye plus, et je pense que cette problématique du pouvoir d'achat, elle est très liée à notre vision du travail. On doit reconnaître le travail et aider ceux qui travaillent à vivre mieux. Vous restez avec nous, on va continuer à évoquer l'actualité. On en parle dans la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, Yvan Colonna, l'assassin du préfet Claude Érignac, en 1998, a été agressé aujourd'hui dans la cour de la prison d'Arles. Il est dans un état critique. Oui, Yvan Colonna, définitivement condamné en 2011 pour l'assassinat du préfet Érignac, est en état de mort cérébrale ce mercredi. Il a été agressé par un codétenu à la prison d'Arles, retrouvé grièvement blessé. Il a été hospitalisé en urgence absolue. Son agresseur est âgé de 36 ans et il est emprisonné pour islamisme radical. Il s'en est pris à Yvan Colonna au cours d'une activité sportive dans la cour de promenade. On va laisser un instant la guerre en Ukraine parce qu'on voulait vous raconter cette histoire. Yvan Colonna est en ce moment entre la vie et la mort. Confusion justement autour de son état de santé, condamné, on le rappelle, à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Érignac. Le berger de Cargès a été grièvement blessé par un détenu de la prison d'Arles. Ça s'est passé vers 10h dans la salle de musculation pendant l'activité sportive. Il y avait personne d'autre dans la salle et il y a un autre détenu qui s'est littéralement jeté sur Yvan Colonna, qui l'a étranglé. Yvan Colonna était devenu l'homme le plus recherché de France. La raison, le soir du 6 février 1998, le préfet de Corse, Claude Érignac, est assassiné de plusieurs balles dans le dos dans une rue d'Ajaccio alors qu'il se rendait au théâtre. Ce meurtre bouleverse les Français. Dans la foulée, démarre une chasse à l'homme pour retrouver le principal suspect. On l'a appris il y a une dizaine de minutes. Yvan Colonna a été arrêté par le RAID en Corse du Sud. Yvan Colonna, vous le savez, est soupçonné d'être le tueur du préfet Érignac. Son arrestation intervient à quelques jours de la fin du procès Érignac. 3 minutes suffisent à lire la décision de rejet du pourvoi d'Yvan Colonna. Reconnu coupable comme co-auteur de l'assassinat, Yvan Colonna reste condamné à la perpétuité. Il rejoint malgré lui les 6 autres membres de ce commando à l'issue de 14 ans d'enquête tumultueuse et de 5 procès d'assises dans cette affaire, dont 3 pour Yvan Colonna. Valérie Pécresse, vous avez rendu un hommage au préfet Érignac lors d'un déplacement de campagne en Corse le mois dernier. Vous aviez évoqué le rapprochement des prisonniers de leur lieu d'origine. Est-ce qu'on devait rapprocher Yvan Colonna de sa famille en Corse ? Vous savez, il y a une commission spéciale qui se réunit pour savoir si des détenus doivent faire l'objet d'un traitement particulier, donc être spécialement protégés ou pas. Et la commission devait se réunir en décembre pour statuer non pas sur le cas d'Yvan Colonna, mais sur le cas d'un certain nombre de ses complices. C'est la chancellerie qui détermine ça, si le détenu est DPS, détenu particulièrement signalé. Le détenu particulièrement signalé, et la commission n'a pas été réunie en décembre comme elle aurait dû l'être. Donc effectivement, il faut que réunir cette commission et que la chancellerie tranche le cas des autres complices d'Yvan Colonna. Est-ce qu'ils doivent être encore DPS ou est-ce qu'ils peuvent rentrer et être non pas libérés, mais être incarcérés dans une prison corse pour être rapprochés de leur famille. Concernant les 10 demandes de la famille et des avocats d'Yvan Colonna pour la fin de ce statut de DPS, de détenu particulièrement signalé, à vos yeux, est-ce que Yvan Colonna représentait encore un danger
ou pouvait-il être rapproché de sa famille? Il y a une charge très symbolique. Il y a une charge très symbolique au retour des assassins du préfet Erignac en Corse. Aujourd'hui, moi je le pense, la justice fait son œuvre, mais à un moment, la justice, c'est aussi permettre le rapprochement des familles. Voilà. Mais s'agissant d'Ivan Colonna et de ce meurtre atroce qui vient de se produire, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut que dans le plan prison que nous devons construire, puisque aujourd'hui nous avons des prisons qui sont indignes et nous avons des prisons qui sont surpeuplées. Dans le plan prison que nous devons construire pour le prochain quinquennat, il va falloir faire des prisons de haute sécurité pour un certain nombre de détenus, notamment les djihadistes les plus violents, qui n'ont rien à faire dans des prisons avec des détenus qui sont beaucoup moins dangereux qu'eux. On a des détenus qui sont ultra-violents et ces détenus ultra-violents doivent faire l'objet de prisons de haute sécurité et doivent être isolés et elles doivent être en cellules individuelles. Pécresse, Ivan Colonna était avec un djihadiste qui était lui aussi particulièrement signalé. C'est celui-là dont je parle. Vous séparez les détenus, parce qu'il était dans une centrale qui est une prison de haute sécurité à Arles. Ce que je pense, c'est que les détenus djihadistes islamistes qui sont particulièrement violents et dangereux pour autrui doivent être mis dans des encellulements individuels et doivent être isolés. À l'isolement, donc pas avec... Pas à l'isolement, dans un encellulement individuel, dans des quartiers de haute sécurité. Pierre, l'autre à la une de l'actualité cette semaine, l'environnement, la planète. L'environnement, puisque vous évoquiez tout à l'heure le réchauffement climatique et ses conséquences pour les agriculteurs. Lundi, le GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié un peu dans l'indifférence, en tout cas un peu trop dans l'indifférence générale, son dernier rapport sur le réchauffement climatique, et les conclusions sont encore plus alarmantes que dans les rapports précédents. L'écologie n'est pas vraiment imposée dans le débat présidentiel, alors vous avez sans doute vu que pour remédier à cela, Greenpeace a montré quelque imagination en fabriquant une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, où vous allez en voir un extrait. Ils font preuve d'imagination et de créativité en projetant les candidats, dont vous, en 2042, et vous êtes amenés les unes et les autres à regretter de n'avoir pas peut-être pris des décisions à temps. Regardez cette vidéo de dans 20 ans. Le changement climatique est l'un des grands défis de notre temps. Durant mon mandat, j'ai beaucoup parlé d'écologie, mais je n'ai pas assez fait, je le reconnais. J'aurais dû faire quoi de plus ? Dire la vérité aux Français, leur expliquer qu'il faudrait moins prendre l'avion ? ORN, l'urgence était identitaire avant d'être climatique. La réalité, c'est que je devais gouverner un pays avec des grandes entreprises, des industries et des financiers très puissants. J'ai dû faire des choix. Oui, j'ai manqué de courage politique. Enfin, on a manqué de courage politique. Bien sûr, j'ai des regrets. Qui n'en a pas face aux catastrophes que nous vivons actuellement ? Mais est-ce que je peux revenir en arrière et changer le passé ? C'est bien fait. Et c'est choc. Et c'est choc. Donc, la question est simple derrière. Est-ce que vous considérez, puisque quand on lit le rapport du GIEC, il y a vraiment de quoi s'inquiéter encore plus, ou en tout cas largement au niveau des premières alertes, vous considérez que vos propositions sont à la hauteur de l'enjeu ? Mes propositions, c'est d'abord zéro carbone 2050. Aujourd'hui, on n'est pas sur cette trajectoire et il faut qu'on s'y mette. Mais mes propositions, c'est surtout une méthode. Parce que dans ma région, j'ai voulu être une écologiste des résultats. Parce que l'écologie, tout le monde en parle. Et notamment les Verts, ils en parlent beaucoup, mais les résultats sont pas là. Un exemple, on était dernière région pour l'agriculture bio quand je suis arrivée, et on était la région la plus polluée, et pourtant on était dirigé par une coalition socialiste verte depuis 10 ans. Donc la vérité, c'est qu'il faut des résultats. Donc quelle est la méthode ? La méthode, c'est de mettre tout le monde autour de la table avec des indicateurs sur la pollution de l'air, sur la production d'énergie décarbonée, sur la biodiversité, des indicateurs, et faire baisser ces indicateurs de pollution ou faire monter les indicateurs qui sont positifs sur 5 ans et rendre des comptes aux Français tout le temps. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, il faut le financer. Cette transition écologique, il faut la financer. Moi, je fusionne le livret A et le livret développement durable. Je fais un livret vert. Et ce livret vert, j'utilise 120 milliards d'euros
de ce livret vert qui aujourd'hui sont investis par la Caisse des dépôts dans la dette française. J'utilise ces 120 milliards pour faire un grand plan d'infrastructure, un grand plan de rénovation urbaine et de rénovation thermique des bâtiments. Parce que le sujet, c'est le transport, c'est le logement, c'est les deux premiers facteurs les deux premiers dossiers à traiter. Et puis, évidemment, j'aide les Français à devenir écologistes. Parce que le sujet, c'est que l'écologie, elle a un coût. Et aujourd'hui, beaucoup de Français m'interrogent. Ils me disent comment on va faire pour acheter une voiture électrique. Ça coûte cher. Il n'y a pas de borne électrique. Donc, il faut qu'on ait des résultats. Les bornes électriques, il faut confier le schéma de bornes électriques aux régions. On a confié ça aux intercommunalités. Aujourd'hui, on n'a pas de réseau national de bornes électriques. On ne peut pas passer à la voiture électrique si on n'a pas un réseau de bornes électriques. Les voitures électriques, il faut qu'on ait des voitures électriques d'occasion, moins chères à acheter. Donc il faut qu'on travaille avec les loueurs, il faut qu'on travaille avec Uber qui veut passer au tout électrique pour qu'on ait un vrai marché de l'occasion de voitures électriques. Toutes ces décisions, ce sera plein de décisions multiples. Et puis il y a la stratégie énergétique. Et aujourd'hui, on a besoin de produire de l'électricité. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des propositions de relance gaullienne du nucléaire à côté du renouvelable, parce que le renouvelable suffira pas. Un mot, puisque vous évoquez votre bilan de présidente de région, vous le faites souvent. Comme présidente de région, vous êtes plusieurs fois opposée à la stratégie de réduction de la circulation automobile polluante par Anne Hidalgo, la maire de Paris. Moi, je me suis opposée à la fermeture des voies sur berge. Oui, notamment, oui. Oui, parce que j'avais proposé qu'on réserve les voies sur berge aux voitures non polluantes. Si on avait fait ça, Monsieur Cohen, on aurait eu un effet transformant beaucoup plus grand, parce que on aurait eu un effet incitatif au changement de véhicules pour les Parisiens. Des voies sur berge. Eh bien, on aurait fait un portique, oui, on aurait fait un portique, bien sûr, exactement comme à Londres. Moi, je crois à l'incitation pour changer les comportements. Je pense que c'est beaucoup plus puissant que l'interdiction. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette fermeture des voies sur berge ? Elle a transporté la pollution. D'ailleurs, tout le monde l'a reconnu après. Elle a transporté la pollution sur le périphérique et aux portes de Paris. Donc en réalité, elle a déplacé le problème au lieu de le régler, parce que malheureusement, il y a des Français et notamment des Franciliens là en l'occurrence, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Donc moi, je lutte pas contre la voiture. Je lutte contre la pollution. Je me trompe pas d'ennemi. Merci beaucoup Valérie Pécresse, il nous reste 50 secondes pour conclure cette émission. Vous disiez tout à l'heure, méfions-nous des sondages, vous y faites pas du tout attention aux sondages qui vous donnent en 3e position derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, largement en tête à 28%. Vous vous dites toujours, je serai au 2e tour le 10 avril prochain. Vous savez, cette campagne ne ressemble à aucune autre, et donc tout est possible, et je me battrai jusqu'au bout. Y compris une surprise de vous voir au 2e tour, Valérie Pécresse. Mais ce sera peut-être pas une surprise. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Dans un instant, une page spéciale consacrée à Jean-Pierre Pernaut, dont on a appris aujourd'hui la disparition à 71 ans. Christophe de Chavannes sera sur notre plateau. Lui qui a forgé le succès, notamment de Combien ça coûte, l'autre grand succès de Jean-Pierre Pernaut à la télévision. Jean-Pierre Foucault sera également en ligne avec nous. À tout de suite.